Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 conseils pour atteindre la liberté financière le plus tôt possible. C'est des points que j'ai appliqués et que j'applique encore dans ma vie aujourd'hui et qui m'ont réellement aidé à faire une différence. Pour ceux qui ne connaissent pas mon parcours, ça fait déjà aujourd'hui 9 ans que je fais du trading et que j'ai des business. Et le plus important dans tout ça, eh bien, c'est que quand j'ai commencé, je n'avais littéralement rien. Je ne viens pas d'une famille riche, j'avais moins que 200 $ dans mon premier compte de trading. J'ai littéralement commencé avec rien, OK? Et je sais c'est quoi donc de passer de pas grand-chose à réellement atteindre un haut niveau de succès, tout simplement parce qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai atteint une situation où je pourrais littéralement arrêter de travailler et je pourrais soutenir le même style de vie que j'ai avec les investissements passifs que j'ai réussi à me bâtir. Et donc la question, c'est, eh bien, comment j'ai fait? C'est quoi les points les plus importants que j'ai dû mettre en place pour y arriver? Et c'est quoi les éléments surtout que vous allez également pouvoir utiliser de votre côté? Et donc, eh bien, c'est là-dessus qu'on va se pencher davantage aujourd'hui. Donc, guys, avant qu'on commence, j'apprécierais énormément si vous pourriez mettre un like sur la vidéo. C'est quelque chose qui va la mettre de l'avant et qui va montrer à l'algorithme que la vidéo mérite le plus d'attention possible. Si vous aimez le contenu que je crée et que ça vous apporte de la valeur, j'apprécierais énormément. Et surtout, assurez-vous d'être abonné aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, avant de commencer et d'aller plus loin, on va premièrement prendre le temps de définir, eh bien, c'est quoi vraiment la liberté financière? Puis peut-être que là, vous vous dites, ouais, mais Anthony, c'est évident, c'est juste le fait de gagner beaucoup d'argent, etc. Eh bien, la réponse est non, OK? Ça va beaucoup plus loin que simplement le fait de gagner beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent ça, ah, moi, je veux atteindre la liberté financière, puis dans leur tête, ça veut dire, ben, comment que je fais pour générer le plus d'argent possible? Mais c'est pas le seul aspect qui est important à prendre en considération. Je vais vous donner un exemple. Pensez aux médecins qu'on a ici au Québec. J'ai énormément de respect pour les gens qui font ce travail-là et souvent, ils sont plutôt bien payés. On parle de peut-être 200, 300, 400, 500 000 $ par année. Donc, c'est quand même un bon revenu, évidemment. Mais est-ce que ces personnes-là ont vraiment la liberté financière? Ben, si on y pense, la réponse est non, tout simplement parce que oui, ils font beaucoup d'argent, mais ils travaillent beaucoup pour cet argent-là. Ils vont faire beaucoup d'heures pour être capables de générer ce revenu-là. Et donc, au final, si on y pense vraiment, puis qu'on compare, par exemple, quelqu'un qui a un travail, disons, un peu classique et peut-être un médecin ou un avocat ou quelque chose comme ça, eh bien, le style de vie de ces personnes-là est sensiblement le même. Oui, le médecin fait plus d'argent, il a peut-être une plus belle voiture, une plus grande maison, etc. Peut-être qu'il va voyager dans des plus beaux hôtels, etc. Mais au bout de la ligne, le style de vie est sensiblement le même. C'est-à-dire que les deux, ils vont se lever le matin, aller travailler, ils sont dans une routine et ils vont tout le temps répéter la même chose. Puis encore une fois, c'est vraiment rien de péjoratif. C'est juste pour illustrer le point que quand on parle de liberté financière, c'est pas juste une question de regarder le revenu en lui-même, mais bien le temps que ça demande pour générer un tel revenu. Parce qu'au final, vous pouvez bien gagner beaucoup d'argent, mais si vous devez travailler toutes les heures de votre vie et que vous n'avez aucun temps libre, eh bien, on n'a pas atteint la liberté financière. Donc oui, c'est une chose de gagner beaucoup d'argent, mais il faut être capable de gagner cet argent-là en mettant le moins de temps possible. C'est ça qu'on appelle la productivité, en retirer le plus qu'on peut en mettant le moins d'efforts. OK? C'est ça le point, justement. Et donc, ben, une fois qu'on comprend ça, ça va changer un peu notre perspective déjà sur, OK, ben, c'est quoi vraiment qu'il faut mettre en place pour atteindre cette fameuse liberté financière. Et donc, le premier conseil que j'ai à vous partager aujourd'hui, eh bien, c'est de tout simplement se concentrer sur apprendre des compétences qui réellement peuvent vous faire développer cette liberté financière. Et donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est pour ça que je voulais commencer avec ça, parce que c'est certain que si en ce moment, vous êtes dans une business ou que vous travaillez à un certain endroit et que peu importe qu'est-ce que vous faites par rapport à ça, bien, il n'y a vraiment jamais la possibilité de réellement atteindre une certaine liberté. Ben, au final, vous faites juste travailler dans le vide, vous perdez votre temps parce que ça ne va jamais aboutir à ce que vous voulez vraiment. Donc, le simple fait de choisir le bon véhicule et d'aller dans la bonne direction, juste ça en soi, c'est un point qui est extrêmement important. Le meilleur exemple, eh bien, c'est tout simplement le trading. Et non, je ne suis pas biaisé parce que c'est ce que je préfère puis c'est parce que j'aime ça aussi, mais parce que, ben, littéralement, je pense que c'est la meilleure compétence à apprendre pour atteindre la liberté financière. La raison, c'est que le trading est complètement à 100% décorrélé du temps qu'on va y dédier. Puis quand on parle de décorréler, ça ne veut pas dire qu'on va travailler 0 seconde et faire beaucoup d'argent. C'est pas ça le point. Le point, c'est que oui, il faut quand même y mettre un minimum de temps, on s'entend là-dessus, mais une fois qu'on est rentable, puis une fois qu'on a
les bonnes compétences, eh bien, on va faire de plus en plus d'argent sur le long terme parce que notre capital va grossir et donc le plus qu'on a d'argent avec lequel on peut trader, eh bien, le plus qu'on fait d'argent. Mais ça ne va pas demander de faire plus d'heures ou de travailler plus fort. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait du trading, par exemple, avec 100 000 1 million, 10 millions, 100 millions, eh bien, c'est pas mal la même chose, OK? C'est-à-dire que ça va être le même genre de trade, ça va être un peu la même routine. La seule chose qui va différencier, ça va être le risque d'un point de vue monétaire et le gain d'un point de vue monétaire. Mais même le risque et le gain en pourcentage vont rester les mêmes. Et moi-même, eh bien, je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand je tradais avec un plus petit capital, donc mettons un 100 000, 200 000, etc., je faisais quand même un revenu qui était intéressant, mais c'était rien de si incroyable. Mais aujourd'hui, maintenant que j'ai un capital qui est beaucoup plus important, eh bien, mon travail est resté le même. Je fais la même routine, je prends le même genre de trade, mais je vais faire beaucoup plus d'argent parce que mon capital a grossi au fil du temps. Et mon trading, personnellement, me prend environ 1 à 2 heures par jour. Donc, c'est assez incroyable de se dire qu'avec une compétence comme ça, en seulement 1 à 2 heures par jour, en moyenne, on est capable d'aller chercher un revenu qui est plus élevé que la grande majorité des gens en travaillant aussi moins. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je me suis dirigé en trading. Évidemment, il y a plein d'autres business, il y a plein d'autres industries dans lesquelles on peut faire beaucoup d'argent. Mais encore une fois, le but, c'est pas de juste faire de l'argent, c'est d'avoir aussi une qualité de vie qui vient avec ça et d'avoir une certaine liberté. Parce que quelqu'un qui a une business puis qui fait beaucoup d'argent, mais qui travaille 80 heures semaine, ben, au final, le style de vie est le même que tout le monde et même encore pire parce que la personne va juste travailler, travailler, travailler. Peut-être qu'un jour, la personne va être capable, par exemple, de vendre son entreprise puis avoir beaucoup d'argent puis là, avoir une certaine liberté financière. Mais personnellement, je voulais avoir cette liberté financière-là le plus tôt possible. Je voulais pas devenir libre financièrement à 60 ans quand je suis plus vieux puis j'ai moins d'énergie pour en profiter. J'avais envie de le devenir le plus tôt possible et c'est pour ça donc que je me suis concentré vraiment sur le trading en lui-même pour atteindre cette liberté. Évidemment, il y a d'autres business. L'immobilier, ça peut être un bel exemple aussi, c'est-à-dire que en immobilier, une fois qu'on a des portes, eh bien, on peut refinancer nos immeubles, en racheter d'autres et de plus en plus qu'on avance, eh bien, de plus en plus que ça roule aussi. En termes de liberté financière, c'est peut-être un peu moins intéressant parce que ça va moins nous amener un cash flow en général, puis ça va plus nous faire augmenter en fait notre valeur nette et donc notre patrimoine. Fait que c'est pas exactement la même chose, mais l'idée derrière reste quand même très, très, très intéressante aussi. Mais bref, tout ça pour dire que peu importe c'est quoi que vous décidez de faire, que ce soit du trading, de l'immobilier, d'avoir une business, d'avoir un travail, eh bien, faites juste vous poser ces questions-là. Est-ce que, littéralement, je peux continuer d'augmenter mon revenu au fil du temps sans devoir travailler plus? Est-ce que, éventuellement, je vais être dans une situation où je peux gagner beaucoup d'argent sans devoir travailler 40 heures semaine? Et juste ces raisonnements-là, ça va vous amener à vous poser les bonnes questions de, OK, est-ce que c'est vraiment la bonne chose que je suis en train de faire en ce moment ou est-ce que je ne devrais pas me concentrer sur une autre compétence pour atteindre ce niveau? Donc ça, ce qu'on vient d'expliquer à l'instant, c'est vraiment le premier niveau de liberté financière. C'est ce qu'on doit aspirer au début pour avoir un revenu qui n'est pas corrélé à son temps et donc d'avoir un petit peu plus de liberté. Éventuellement, la vraie liberté financière, si on pousse l'idée à l'extrême, c'est vraiment d'avoir tout simplement des revenus passifs qui peuvent payer pour son style de vie. C'est ce que j'ai mentionné au début de la vidéo. Mais ça, c'est quelque chose qui va venir au fil du temps en gagnant justement de plus en plus d'argent avec une compétence qui nous permet d'en générer de plus en plus sans devoir mettre des heures et des heures à n'en plus finir. Fait que c'est pour ça qu'on commence avec une compétence comme ça. Une fois qu'on a une compétence comme le trading ou une business, etc., qui est déléguée par exemple, eh bien là, par la suite, on est capable de prendre cet argent-là et de la réinvestir passivement. Et au fil du temps, le plus qu'on grossit non seulement sa compétence, mais aussi ses investissements passifs, c'est vraiment là qu'on atteint une liberté financière, mais tout commence donc par le fait d'apprendre une compétence à haut revenu. Le deuxième conseil que j'ai à vous partager, et là, il y en a peut-être qui vont se dire « Ouais, mais Anthony, c'est un petit peu bizarre comme conseil, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est de ne pas être trop patient. » Bon, là, je sais, il y en a qui se disent « Ouais, mais là, Anthony, c'est sûr que ça prend du temps à devenir riche, faire beaucoup d'argent, développer des compétences, des business, etc. » Et vous avez 100% raison. OK? C'est normal que ça prenne du temps. Par contre, il ne faut pas avoir un état d'esprit un petit peu dans le style de « Ah, c'est normal que ça prend du temps, donc je prends mon temps, donc je fais les choses à ma manière, donc j'essaie de ne pas aller trop vite, de ne pas brûler les étapes. » Tout ce genre de raisonnement-là vient souvent au fait que la personne est un peu trop patiente. Puis le problème avec un état d'esprit comme ça, c'est que si on est trop patient, puis qu'on agit comme si on avait infiniment de temps et qu'il n'y avait aucune presse à devenir riche ou quoi que ce soit, le problème, c'est que vous allez juste
pas prendre action. Donc, vous allez juste rien mettre en place concrètement dans votre vie pour atteindre les résultats que vous voulez. Puis ça, je le vois des fois, des fois, je parle à des gens sur les réseaux, puis ils me disent, ah, Anthony, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans que je m'intéresse au trading. Puis je suis comme, OK, t'as-tu mis des choses en place? T'as-tu rejoint un programme de coaching? T'as-tu essayé de trader? Ah, ben, tu sais, je regarde ça tranquillement, je prends mon temps, etc. Puis moi, dans ma tête, je vais juste me dire, OK, mais est-ce que la personne réalise qu'un jour, on va mourir? Est-ce que la personne réalise que du temps, on n'en a pas à l'infini? Puis ça, souvent, donc, c'est que les personnes sont trop patientes. On se fait répéter constamment par exemple, des membres de notre famille ou à l'école, « Ah, prends ton temps, vas-y à ton rythme, vas-y étape par étape. » Puis, évidemment, il y a quand même un peu de vrai dans cette mentalité-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus presser le processus puis faire les choses tout croche et penser qu'on va réussir comme ça. Mais le problème, souvent, c'est que les gens sont dans l'un de ces deux extrêmes-là. Soit que la personne essaie d'aller trop vite, de sauter des étapes, puis au final, elle va se planter, elle va perdre son argent, puis ça va pas fonctionner. Ou à l'inverse, des fois, il y a des gens qui sont beaucoup trop patients puis qui ne font absolument rien pour avoir des résultats. Donc, il faut juste en fait trouver un genre de juste milieu par rapport à ça. Mais si on devait pencher d'un côté, eh bien, j'aurais quand même tendance à dire que c'est mieux d'avoir un certain sentiment d'urgence par rapport à son succès. Et si je repense à mon propre parcours, eh bien, c'est vraiment l'un des points qui m'a aidé à réussir, c'est-à-dire que depuis que je suis jeune, je savais que je voulais réussir en étant jeune. Je savais que moi, réussir à 60 ans, puis avoir beaucoup d'argent à ce moment-là, ça m'excitait pas. C'est pas ça que je voulais avoir dans ma vie. Je voulais l'avoir le plus tôt possible. Et donc, ce côté-là, un peu d'impatience de oui, je veux réussir, mais je veux réussir quand même assez rapidement, bien, c'est ça qui m'a poussé à mettre des actions vraiment intenses dans ma vie, puis à tout changer pour que je puisse réussir le plus tôt possible. Et si, au lieu de penser comme ça, je me disais, ah, pas de stress, je suis patient, ça va bien aller, blablabla. Mais probablement qu'aujourd'hui, je ne serais pas dans cette situation-là et je serais encore très, très loin d'avoir atteint la liberté financière. Et donc, le simple fait de changer sa perspective par rapport à ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé et qui, à mon avis, devrait vous aider également. Puis c'est important aussi d'avoir des gros objectifs puis de voir très, très loin. C'est-à-dire que la personne, par exemple, qui se donne des objectifs réalistes, qui sont, disons, pas si difficiles que ça à atteindre, ben le problème, c'est que la personne va se limiter. OK, mettons que vous vous dites, ah, je veux gagner 5 000 $ par mois en trading. Faire 5 000 $ en moyenne dans son trading, c'est pas si dur. T'sais, oui, ça demande quand même du travail et tout ça, on s'entend là-dessus, mais c'est pas si dur. Okay? Quelqu'un qui est vraiment sérieux, qui veut vraiment s'investir, normalement, éventuellement, devrait être capable de devenir profitable et de faire peut-être quelques milliers par mois. Okay? Mais si au lieu de vous dire ça, vous vous dites, OK, moi j'ai envie de gagner 50 000 $ par mois, bien là, maintenant, on est beaucoup plus loin. On est dans un autre univers. Et ça va vous demander aussi de mettre des actions qui sont beaucoup plus intenses pour vous rendre à ce niveau-là versus la personne qui veut juste se rendre à 5 000 $ par mois. Et est-ce que vous allez vraiment vous rendre à cet objectif qui semble lointain? Ben, peut-être que oui, peut-être que non, mais au bout de la ligne, même si vous ne vous rendez pas à ce point-là, c'est quand même un état d'esprit qui va vous pousser à mettre beaucoup plus d'actions en place que la personne qui va se contenter de peu. Et donc, le simple fait de voir grand puis d'avoir un sentiment d'urgence par rapport à ça, ça va décupler les actions que vous allez prendre à tous les jours, puis c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Parce que la personne qui n'est pas si ambitieuse que ça, qui voit relativement petit puis qui prend son temps, elle ne va jamais accomplir quoi que ce soit. Et donc ça, c'est le deuxième conseil que je voulais vous partager. Le troisième point que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est de réfléchir en termes de risk-reward et de coût d'opportunité. Donc premièrement, quand on parle de risk-reward, à la base, c'est plus un concept qu'on va utiliser en trading, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va prendre un trade, on va tout le temps évaluer c'est quoi le ratio entre la perte potentielle et le gain potentiel. Et ça va nous donner le risk-reward. Donc par exemple, si je prends un trade puis que je vais risquer 2 000 $, mais que je peux en gagner 6 000, bon, ben, le ratio entre ces deux chiffres-là, c'est 3 pour 1. C'est-à-dire que je peux gagner 3 fois plus que ce que je vais risquer. Okay? Donc, le risk-reward, à la base, c'est juste un concept de trading. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce concept-là et je l'ai appliqué dans ma vie en général. Donc, à chaque fois que j'évalue une opportunité ou que j'évalue une décision, par exemple, importante, eh bien, je vais tout le temps réfléchir en termes donc, de risk-reward. C'est quoi le risque que je vais prendre versus le gain potentiel? Et ça, vous pouvez appliquer ce raisonnement-là littéralement dans n'importe quel aspect de votre vie. Fait que, par exemple, si vous écoutez cette vidéo-là en ce moment puis vous vous posez la question de « Ah, je devrais-tu me lancer en trading? Je devrais-tu rejoindre le programme avec Anthony, etc. » Eh bien, faites juste évaluer le risk-reward. Okay? C'est quoi le risque? C'est quoi le gain potentiel? Est-ce que c'est intéressant de faire ce trade? Si la réponse est oui, parfait. Sinon, c'est correct aussi. Puis, c'est tout. Okay? Il ne faut pas compliquer les choses non plus. Mais quand vous réfléchissez de cette façon-là,
ça va vous amener une vision qui est totalement différente parce que souvent les gens dans la vie quand ils prennent des décisions, ils vont y aller de façon très émotionnelle. Ok, si mettons ils décident d'acheter n'importe quel produit ou service, ben souvent c'est parce que ça a l'air nice, j'ai envie de le faire, etc. Donc c'est très 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 émotionnel. Puis c'est un petit peu la même chose quand quelqu'un décide de ne pas y aller de l'avant, par exemple dans un projet. Souvent c'est j'ai peur, il y a un risque, etc. Puis c'est normal au final, il y a tout le temps un risque, il y a tout le temps un gain potentiel. La question c'est quoi le ratio entre ces deux choses-là et est-ce que ça en vaut la peine de l'essayer? Est-ce que le gain potentiel est assez intéressant pour prendre un risque? Parce qu'au bout de la ligne, je veux dire, quelqu'un qui prend jamais de risque et qui va tout le temps la jouer hyper sécuritaire, eh bien, évidemment, c'est pas cette personne-là qui va se rendre à un haut niveau de succès. Je veux dire, si c'était si facile que ça, puis que juste en faisant les choses sécuritaires, puis en prenant très peu de risques, on va tous atteindre un haut niveau de succès, je veux dire, tout le monde serait déjà là. Okay? Donc, la réalité, c'est que si on veut réussir à un haut niveau, il faut prendre des risques. Mais quand on parle de prendre des risques, c'est des risques qui sont calculés. Okay? Donc, c'est de vraiment peser le pour et le contre et de voir est-ce que réellement c'est quelque chose qui peut m'apporter beaucoup plus de gains que le risque potentiel. Et donc, au final, c'est comme ça, moi, personnellement, que je vais prendre toutes mes décisions. Puis, en plus de ce raisonnement-là, je vais aussi inclure l'idée du coût d'opportunité. Donc, le coût d'opportunité, c'est tout simplement le fait de réaliser, en fait, que quand on prend une décision, quand on prend un choix dans la vie, ça renonce automatiquement à quelque chose d'autre, OK? C'est-à-dire que si, par exemple, vous faites le choix d'être en santé, eh bien, vous renoncez à manger de la malbouffe à tous les jours. Si vous faites le choix d'être discipliné, eh bien, vous renoncez au fait de vivre au jour le jour et d'avoir aucune organisation, etc. OK? Fait qu'à chaque fois qu'on choisit quelque chose, c'est qu'on renonce à quelque chose d'autre en même temps. Et donc, quand que je vais prendre une décision, je vais tout simplement me poser ces questions-là de, OK, c'est quoi mon coût d'opportunité? C'est quoi que si je le fais, eh bien, qu'est-ce que ça va m'empêcher de faire ailleurs? Ou si je le fais pas, eh bien, c'est quoi que je pourrais faire ailleurs, justement? Puis quand on réfléchit de la sorte, c'est comme ça qu'on est capable de vraiment évaluer concrètement est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que j'ai envie donc de m'investir là-dedans ou est-ce que non? Et donc, le simple fait d'utiliser ces deux raisonnements, eh bien, c'est quelque chose qui m'aide à prendre des meilleures décisions à tous les jours. Et au bout de la ligne, eh bien, les décisions qu'on prend, c'est ça qui crée notre réalité. Donc, le simple fait de savoir comment prendre des décisions et d'être consciencieux par rapport à ça, eh bien, c'est quand même une étape qui est assez importante. La plupart des gens, comme j'ai dit, sont très émotionnels par rapport aux décisions qu'ils vont prendre. Il n'y a pas beaucoup de logique souvent par rapport à ça. Et donc, si vous êtes capable d'aller à un niveau supérieur à ce niveau-là, eh bien, vos décisions en elles-mêmes vont être beaucoup plus logiques et ça va être calculé. Et c'est un point donc qui va énormément vous aider. Le quatrième conseil pour atteindre la liberté financière le plus tôt possible, c'est de tout simplement connaître ses chiffres. Et quand on parle de connaître ses chiffres, on parle de tout simplement avoir un budget et un plan d'action précis. Okay? Donc, si en ce moment, vous ne savez pas exactement c'est quoi vos revenus et vos dépenses et c'est quoi la différence entre les deux, il faut le faire. Okay? C'est primordial. Si on n'a pas les chiffres clairs devant nous, comment voulez-vous établir un plan d'action et investir ou développer quelconque projet? Eh bien, évidemment, ça ne marchera pas. Okay? Fait que le simple fait de savoir c'est quoi mes revenus, c'est quoi mes dépenses et c'est quoi le lien entre les deux, puis surtout, comment est-ce que je maximise mes revenus et comment je peux peut-être réduire mes dépenses si j'ai des aspects qui sont un peu inutiles et qui ne m'apportent pas grand-chose. Juste le fait d'être conscient de ces aspects-là, c'est un grand pas d'avant que, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne prennent même pas le temps de faire ça. Parce que souvent, le revenu qu'on génère, eh bien ça, c'est, entre guillemets, plus facile de l'augmenter que le fait de tout le temps réduire ses dépenses. Okay? Je veux dire, à un moment donné, il va quand même falloir payer pour un logement et de la nourriture. Okay? Fait que les dépenses, on ne peut pas tout le temps les réduire. Maintenant, c'est sûr que si vous avez des paiements de charges qui sont vraiment élevés par rapport à votre budget, puis que vous dépensez tout le temps de l'argent au restaurant, dans des bouteilles, des choses comme ça, là, on s'entend, c'est pas la même game. Mais si vous n'avez pas des dépenses comme ça un peu inutiles, les dépenses, on ne peut pas tout le temps les rabaisser. Okay? Donc, il va falloir se concentrer sur augmenter son niveau de revenu et créer donc la plus grande différence entre ces deux points-là. Puis c'est pour ça que je vous l'explique de cette façon-là, parce que il y a des gens que je connais qui gagnent pas tant d'argent, mais qui contrôlent vraiment bien leurs dépenses. Et donc, ça fait qu'au total, il en reste quand même beaucoup à la fin du mois. Mais il y a d'autres personnes que je connais aussi qui font énormément d'argent, mais qui vont toute la dépenser. Et donc, il ne reste pas grand-chose. Et même s'ils ont un gros revenu, mais ils n'ont pas vraiment l'impression d'être riches. Puis souvent, ils vont courir même après justement leur argent, puis être derrière leurs factures, etc. Donc, c'est pas juste une question du revenu, c'est aussi une question des dépenses. Maintenant, comme je dis, c'est plus simple d'augmenter son revenu en général que de baisser ses dépenses. Okay? Fait qu'il faut quand même trouver l'équilibre entre ces deux idées-là.
Puis ultimement, le fait de se concentrer sur juste baisser ses dépenses puis d'économiser le plus possible, je pense pas que c'est forcément la meilleure façon de vivre parce que, au final, on n'est pas vraiment dans un état d'esprit d'abondance, on est plus dans un état d'esprit de ah, j'ai peur, ah, il faut que j'économise le plus possible. C'est pas forcément la meilleure mentalité parce que, comme j'ai dit au début, on veut, oui, gagner beaucoup d'argent, mais aussi avoir un beau style de vie puis en profiter. Fait que si on est tout le temps en mode économiser puis on se permet aucun plaisir, c'est pas forcément l'idéal. D'où pourquoi qu'on se concentre souvent donc plus sur augmenter le revenu que de tout le temps essayer de couper dans ses dépenses. Mais donc, le simple fait de connaître ces chiffres-là, c'est quelque chose qui va non seulement vous aider à améliorer de la situation financière, puis après ça, de faire un plan d'action sur, OK, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon revenu? Est-ce que j'apprends le trading? Est-ce que je me lance dans une business? Est-ce que je crée un projet? Est-ce que j'investis en immobilier? Mais pour être capable de faire ces choses-là, à la base, il faut connaître ces chiffres et avoir un budget. C'est vraiment le minimum. Et donc, c'est pour ça que c'est un point qui est super important. Le cinquième et dernier conseil que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est un aspect qui est très simple, mais qui, au final, c'est souvent ça qui fait la différence, c'est d'en faire plus que les autres. C'est-à-dire que pour atteindre la liberté financière, peu importe comment qu'on le formule, ça demande des efforts. Ça demande du travail. Okay? Si c'était si facile que ça, gagner beaucoup d'argent, être libre financièrement, voyager, vous achetez ce que vous voulez, je veux dire, tout le monde le ferait. Okay? Donc, la réalité, c'est que se rendre à un niveau comme ça, ça demande des efforts. Ça demande des sacrifices. Il faut le faire sérieusement. Comme j'avais dit au tout début de la vidéo, ça fait 9 ans que je fais du trading et que j'ai des business. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et je vous le confirme que j'ai énormément travailler. Ça a tout le temps été ma priorité. Ça fait 9 ans que je suis là-dessus. Okay? Donc, si c'était si facile que ça, puis qu'en un mois, ça y est, on est capable d'avoir ça, encore une fois, tout le monde le ferait. Okay? Donc, c'est juste important de réaliser ça. Puis de comprendre que si on veut être dans le top 1%, il faut être meilleur littéralement que 99% des gens. C'est la seule façon de réellement atteindre un haut niveau de succès. Et donc, regardez les gens autour de vous. Est-ce que vous travaillez plus que la plupart des gens? Est-ce que vous êtes plus investi dans votre succès que la plupart des gens? Est-ce que vous avez plus d'organisation, plus de discipline? Si la réponse est oui, tant mieux. Vous êtes probablement dans la bonne direction. Mais si la réponse est non, je pense qu'il faut être honnête envers soi-même et juste réaliser cet aspect-là et donc par la suite faire le plus possible de développement personnel pour s'améliorer et atteindre un tel niveau. Puis ça va par rapport à son succès, mettons, financier, mais aussi donc par rapport à sa propre personne. Je veux dire, tout ce que je vous explique en ce moment, puis tous les systèmes que moi-même j'ai mis en place dans ma vie qui m'aident à réussir aujourd'hui, j'ai pas développé tout ça en un claquement de doigts. OK, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de réflexion, le fait d'avoir écouté énormément de vidéos, d'avoir lu des livres, d'avoir travaillé sur moi-même, de m'avoir forcé à mettre des nouvelles habitudes en place, etc. Tout ça, c'est du travail. Okay? Et c'est pour ça, donc, c'est important d'en être conscient de cet aspect-là parce que la personne qui pense que c'est facile puis que ça ne demande pas d'effort, ultimement, elle ne va jamais mettre suffisamment d'efforts justement pour se rendre là. Tandis que la personne qui réalise que ça demande du travail pour atteindre un haut niveau de succès, cette personne-là va être déjà dans un état d'esprit qui va lui permettre ultimement de mettre beaucoup plus d'efforts et c'est ça qui va lui permettre de réussir. Bon, voilà, guys, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ces 5 aspects qui sont extrêmement importants, que j'applique encore aujourd'hui dans ma vie et c'est vraiment, je dirais, parmi les piliers des aspects les plus importants qui m'ont aidé à créer la vie que j'ai aujourd'hui. C'est des choses que vous pouvez mettre en place dès maintenant dans votre vie et si littéralement vous respectez ces points, je suis convaincu que ça va faire une grande différence pour vous aussi. J'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, on se retrouve dans la prochaine.